James Baldwin. Si Beale Street pouvait parler. Sharon arrive à Porto Rico par un avion du soir. Elle sait exactement combien elle a d'argent, ce qui signifie qu'elle sait de quel délai elle dispose dans sa course contre le temps, qui joue inexorablement contre elle. Avec des centaines d'autres personnes, elle descend de l'avion, traverse la piste sous le ciel bleu-noir, les étoiles accrochées bas dans ce ciel, l'air tiède qui caresse sa peau, lui rappelle ce Birmingham qu'elle n'a pas revu depuis si longtemps. Elle a seulement apporté un sac de voyage et n'a pas besoin d'attendre pour les valises. Hayward lui a réservé une chambre dans un petit hôtel de San Juan et a écrit l'adresse sur un bout de papier. Il l'a aussi averti qu'elle aurait peut-être du mal à trouver un taxi. Mais il n'a pas pu la préparer à la pagaille indescriptible qui règne à l'aéroport de San Juan. Sharon s'immobilise un instant pour essayer de faire le point. Elle porte une robe d'été verte, ma mère, et une capeline en toile verte. Son sac à main en bandoulière, son sac de voyage à la main. Elle étudie la situation. Sa première impression est que tous les gens ici semblent apparentés. Ce n'est pas à cause de leur aspect, ce n'est pas non plus un problème de langage. Cela vient de la façon dont ils se comportent entre eux. Il y a beaucoup de couleurs de peau ici, mais, dans l'aéroport du moins, cela ne semble pas avoir beaucoup d'importance. Pour parler, il faut crier, c'est la seule manière de se faire entendre. Et chacun paraît décidé à se faire entendre. Impossible de deviner qui part, qui arrive. Des familles entières occupent apparemment les lieux depuis des semaines, toutes leurs richesses entassées autour d'elles. Non que, notre Sharon, les piles soient très hautes. Quant aux enfants, ils semblent avoir trouvé dans l'aéroport un terrain de jeu idéal. Les problèmes de Sharon sont réels et sérieux. Comme elle ne peut pas les laisser devenir dramatiques, il lui faut s'appuyer sur l'illusion qu'elle peut créer. Le secret de l'illusion est la complicité. Le monde voit ce qu'il souhaite voir ou, quand les dés sont lancés, ce que vous voulez qu'il voie. Mais il ne désire pas savoir qui vous êtes, ce que vous êtes et pourquoi. Seule Sharon sait qu'elle est ma mère. Elle seule sait ce qu'elle vient faire à San Juan où personne ne l'attend. Avant que l'on se pose trop de questions sur elle, elle doit affirmer son personnage de touriste, venu d'Amérique du Nord, et qui, ce n'est pas sa faute, ne parle pas espagnol. Elle se dirige vers le comptoir de Hertz et sourit avec insistance à l'une des jeunes femmes. « Est-ce que vous parlez anglais ?» lui demande Sharon. Désireuse de manifester son savoir, la jeune femme la regarde d'un air alerte. Sharon lui tend l'adresse de l'hôtel. La jeune femme l'examine puis regarde Sharon. Son expression fait comprendre à Sharon que Hayward a eu l'habileté et la prévenance de la loger dans un hôtel respectable et respecté. « Excusez-moi de vous ennuyer, dit Sharon, mais je ne parle pas espagnol et j'ai dû venir ici de façon imprévue. » Elle s'arrête sans donner d'explication. « Je ne sais pas conduire. Je me demandais si je pourrais louer une voiture avec chauffeur ou sinon, si vous pourriez me dire comment trouver un taxi. » Elle a un geste d'impuissance. « Vous comprenez ?» Elle sourit. La jeune femme sourit. Elle consulte à nouveau le papier avec l'adresse, puis parcourt l'immense hall du regard. « Un moment, señora, dit-elle. » Elle décroche son téléphone, ouvre la petite porte à battant qui ferme son comptoir et disparaît. Elle revient très vite avec un garçon d'environ 18 ans. « Voici votre chauffeur de taxi, dit-elle. Il vous conduira où vous voulez. » Elle lit l'adresse à haute voix et rend le papier à Sharon. Elle sourit. « J'espère que votre séjour sera agréable, señora. Si vous avez besoin de quelque chose, permettez-moi. » Elle tend sa carte à Sharon. « Je vous en prie, n'hésitez pas à m'appeler. » « Merci, dit Sharon, merci beaucoup. Vous avez été merveilleuse. »« De rien. »« Jaime, dit-elle d'un ton autoritaire, prends le sac de la dame. » Jaime s'exécute et après avoir dit au revoir, Sharon le suit. Sharon pense « Edin » et commence à avoir peur. Mais elle ne peut pas se permettre d'hésiter. Pendant le trajet jusqu'à la ville, elle décide, puisqu'il est là, de se faire un ami de Jaime et de compter sur lui, ou du moins de lui donner cette impression. Il connaît la ville et il sait conduire. Il est terriblement jeune, c'est vrai. Mais ça peut se révéler un avantage. Quelqu'un de plus âgé ayant plus d'expérience rendrait sa démarche plus difficile. L'idée de Sharon est de repérer la boîte de nuit, de voir Pietro, et si possible Victoria sans leur parler. Mais ce n'est pas facile pour une femme seule, noire ou blanche, de se rendre sans escorte dans une boîte de nuit. D'ailleurs, pour ce qu'elle en sait, c'est peut-être un bordel. La seule solution, c'est de jouer les touristes américaines naïves, mais elle est noire, et nous sommes à Porto Rico. Elle seule sait qu'elle est ma mère, et qu'elle sera bientôt grand-mère. Elle seule sait qu'elle a plus de 40 ans. Elle seule sait ce qu'elle fait ici. En arrivant à l'hôtel, elle donne un pourboire à Jaime. Puis, tandis qu'on porte son sac dans le hall de l'hôtel, elle regarde soudain sa montre. « Mon Dieu, dit-elle, est-ce que vous pourriez attendre une minute, le temps que je remplisse la fiche? Je ne me rendais pas compte qu'il était si tard. J'ai promis à quelqu'un de la voir, j'en ai pour une minute. Le garçon s'occupera de mes bagages. Est-ce que ça vous convient ?» Jaime est un garçon au teint plutôt terreux, aux yeux brillants, au sourire maussade. Cette dame nord-américaine l'intrigue au plus haut point. Elle l'intrigue parce qu'il sait, hélas par expérience, qu'elle a certainement des ennuis et ne dit pas la vérité, mais qu'elle ne lui veut pas de mal. Il comprend qu'elle a besoin de lui et de son taxi pour quelque chose. Mais ça ne le regarde pas. Il ne sait pas qu'il sait. L'idée n'a pas atteint le niveau conscient de son esprit.
Mais il sait qu'il y a les mères. Il en a une. Il sait reconnaître une mère quand il en voit une. Sans le savoir non plus, il sait qu'il peut lui être utile ce soir. La courtoisie de Jaime est aussi réelle que les ennuis de Sharon. Aussi répond-il gravement que, bien sûr, il conduira la señora où elle voudra et l'attendra aussi longtemps qu'elle le désirera. Sharon triche un peu. Après avoir rempli sa fiche, elle monte dans l'ascenseur avec le garçon et lui donne un pourboire. Elle n'arrive pas à décider si elle gardera son chapeau ou non. Elle a un problème à la fois trivial et important, mais qu'elle n'avait jamais eu à affronter avant. Ce problème est qu'elle ne paraît pas son âge. Elle enlève le chapeau, le remet. Est-ce que le chapeau la rajeunit ou la vieillit? À New York, elle paraît son âge, quel qu'il soit, parce que tout le monde autour d'elle le sait. Elle paraît son âge parce qu'elle connaît le rôle qui est le sien. Mais, ici, elle se retrouve seule pour la première fois en 20 ans dans une ville inconnue et s'apprête à se rendre dans un cabaret. Elle met le chapeau, l'enlève. Consciente qu'elle est au bord de la panique, elle jette le chapeau sur la table de chevet, se frictionne le visage à l'eau froide avec autant d'énergie qu'elle mettait à récurer le mien jadis, passe une blouse blanche à col montant, une jupe noire et des escarpins noirs, tire cruellement sur ses cheveux en arrière en un chignon serré, et jette un châle noir sur ses épaules et sa tête. Tout cela pour se vieillir. Le résultat est qu'elle a l'air d'une jeune fille. Sharon jure de rage, mais le taxi attend. Elle saisit son sac à main, court jusqu'à l'ascenseur, traverse rapidement le hall et rejoint le taxi. En tout cas, lui disent les yeux brillants de Jaime, elle a l'air d'une touriste yankee, ou du moins gringo. La boîte de nuit se dresse sur ce qui devait jadis être un bras mort de fleuve, sinon un marécage, avant qu'on construise l'immense hôtel qui l'abrite. Celui-ci est si monstrueusement hideux, si criard, d'une rigidité si cruelle, qu'en comparaison la simple vulgarité apparaît comme un état de grâce à jamais perdu. Maintenant Sharon a vraiment peur, ses mains tremblent. Elle allume une cigarette. « Il faut que je trouve quelqu'un, dit-elle à Jaime, ce ne sera pas long. » Elle ne peut évidemment pas savoir qu'en ce moment toute la police de la ville aurait du mal à faire partir Jaime. Sharon est devenue sa propriété. Il sait que cette dame a de graves ennuis, qui ne sont pas ordinaires, car c'est une vraie dame. « Certainement, señora, dit Jaime en souriant. Il sort du taxi et lui ouvre la portière. « Merci, dit Sharon, et elle se dirige vers les portes grandes ouvertes de l'hôtel. Pas de portier en vue, mais il y en a sûrement un à l'intérieur. Maintenant, il lui faut suivre son inspiration. Ce qui soutient ma mère, qui jadis avait voulu être chanteuse, c'est la connaissance intime qu'elle a des raisons de sa présence ici. En fait, elle se retrouve dans le hall de l'hôtel avec le tableau des clés et du courrier, la caisse, la réception. Les employés au regard vide, ce sont surtout des blancs au teint très pâle. Personne ne fait attention à elle. Elle s'avance comme si elle savait exactement où elle va. Le cabaret se trouve sur la gauche, en bas. Elle tourne donc à gauche et descend l'escalier. Personne ne l'a encore arrêtée. « Señorita ?» Elle n'avait jamais vu de photo de Pietro. L'homme qui est devant elle a le teint bistré et des manières affables. La lumière est trop faible, et le cadre trop peu familier pour que Sharon devine son âge, mais il n'a pas l'air hostile. Sharon sourit. « Bonsoir. J'espère que je ne me trompe pas d'endroit. C'est bien le... » Elle prononce en hésitant le nom du cabaret. « Si, señorita. »« Bon. Je dois retrouver un ami ici, mais le vol que je comptais prendre était plein et j'ai dû voyager par l'avion précédent. Je suis donc un peu en avance. Pourriez-vous me mettre à une table dans un petit coin ? » Certainement, avec plaisir. Il la conduit à travers la salle pleine de clients. Quel est le nom de votre amie ? Son esprit se vide, il faut qu'elle se jette à l'eau. En fait, c'est plutôt un rendez-vous d'affaires. J'attends un certain seigneur, Alvarez. Je suis Madame Rivers de New York. Merci. Il l'installe à une table, le dos au mur. Prendrez-vous quelque chose en attendant ? Oui, merci. Vodka orange. L'inconnu s'incline et s'éloigne. Et de deux, se dit Sharon. Elle est maintenant très calme. C'est une boîte de nuit et à l'orchestre, ça chauffe. Sharon se rappelle l'époque où elle vivait avec son batteur, l'époque où elle était chanteuse. Mais comme elle me l'expliquera beaucoup plus tard, ses souvenirs ne se colorent d'aucun regret. Le batteur et elle ont pris des routes différentes, c'est tout. Elle n'était pas faite pour être chanteuse. Pourtant, elle se rappelle ce qu'ils essayaient de faire avec l'orchestre. Elle sait ce qu'ils cherchaient à atteindre. Si je me souviens de Jour serein, parce que je me revois assis sur les genoux de ma mère quand j'ai entendu ce chant pour la première fois, elle se souvient de Monseigneur et moi. Nous avançons ensemble, Monseigneur et moi, parce que, pour elle, ce chant représente Birmingham, son père, sa mère, la cuisine, la mine. Elle n'a peut-être jamais aimé ce cantique particulièrement, mais elle en connaît le sens, il fait partie d'elle-même. Peu à peu, elle se rend compte que c'est ce cantique avec des paroles différentes que chantent les jeunes gens de l'orchestre, ou plutôt qu'ils braillent. Ils ignorent tout du chant qu'ils interprètent, ce qui amène Sharon à se demander s'ils en savent plus long sur eux-mêmes. C'est la première fois depuis longtemps que Sharon se retrouve seule. Mais c'est une solitude surtout physique, qu'elle connaît aussi par exemple quand elle fait des achats pour sa famille. Quand elle achète, elle doit écouter, regarder, dire oui à ceci, non à cela, elle doit choisir. Elle a une famille à nourrir. Elle ne peut pas empoisonner les siens car elle les aime. Et maintenant, elle se trouve en train d'écouter des sons qu'elle n'avait jamais entendus auparavant. Si c'était des choses à manger, elle ne pourrait pas les rapporter à la maison et les poser sur la table familiale car ils ne nourriraient pas les siens.
Ma gosse et moi, crie le chanteur de rock anémique en se torturant pour atteindre un orgasme électronique. Mais quiconque a déjà eu un amant, un père, une mère ou un seigneur ne donnerait pas cette impression désespérée de masturbation. Car c'est du désespoir que Sharon entend, et qu'on puisse ou non le poser sur la table familiale, on doit respecter le désespoir. Il peut rendre un être monstrueux, il peut aussi l'ennoblir, et ces jeunes sont prêts à se donner à qui veut les prendre. Sharon les applaudit car elle prie pour eux. Sa vodka orange arrive et elle sourit à un visage invisible. Elle boit lentement. Soudain, elle se raidit. Les musiciens se préparent pour leur chanson suivante et un nouveau visage qu'elle ne peut pas distinguer apparaît devant elle. L'orchestre attaque très fort à Can Get No Satisfaction. C'est vous, Madame Rivers? Vous m'attendez? Oui. Asseyez-vous, je vous en prie. Il s'assied en face d'elle, maintenant elle le voit. Une nouvelle fois, en pensant à moi, à Phonie, au bébé, furieuse de se sentir aussi maladroite, consciente d'être encerclée, prise au piège, le dos au mur alors que lui est libre. Elle doit se jeter à l'eau. On m'a dit qu'un certain monsieur Pietro Alvarez travaillait ici. Êtes-vous Pietro Alvarez? Elle le voit, et pourtant elle ne le voit pas. Peut-être. Que lui voulez-vous? Sharon a envie d'une cigarette, mais elle a peur que sa main ne tremble. Elle prend son verre à deux mains et boit lentement, bénissant le ciel pour le châle qu'elle peut utiliser pour dissimuler son visage. Car si elle peut le voir, lui peut l'avoir aussi. Elle reste un instant silencieuse, puis elle pose son verre et prend une cigarette. Puis-je avoir du feu, s'il vous plaît? Il lui tend son briquet, elle retire son châle. Ce n'est pas vraiment monsieur Alvarez que je veux voir. Je désire rencontrer madame Victoria Rogers. Je suis la future belle-mère de l'homme qu'elle a accusé de l'avoir violée et qui se trouve maintenant en prison à New York. Il se regarde, elle commence à le voir. Eh bien madame, vous avez un drôle de genre, permettez-moi de vous le dire. J'ai aussi une drôle de fille, permettez-moi de vous le dire aussi. La moustache qu'il a fait pousser pour se vieillir tressaute. Il passe la main dans son épaisse chevelure noire. Écoutez, la gosse en a bavé, plus que ce qu'il faut. Fichez-lui la paix. Un homme va mourir pour un crime qu'il n'a pas commis. Pouvons-nous lui ficher la paix à lui? Qu'est-ce qui vous fait croire qu'il ne l'a pas fait? Regardez-moi. Les jeunes musiciens achèvent un morceau et s'en vont, immédiatement relayés par le jukebox qui joue I Can't Stop Loving You de Ray Charles. Pourquoi voulez-vous que je vous regarde? Le serveur s'approche. Que désirez-vous boire, Seigneur? Sharon écrase sa cigarette et aussitôt en allume une autre. C'est moi qui paye, pour moi comme d'habitude. Sers la même chose à la dame. Le serveur s'éloigne. Regardez-moi. Je vous regarde. Pensez-vous que j'aime ma fille? Franchement, il est difficile de croire que vous avez une fille. Je vais bientôt être grand-mère. Deux. Oui. Il est jeune, très jeune et en même temps très vieux. Mais pas de la façon qu'elle pensait. Elle s'était attendue au vieillissement de la corruption. Elle se trouve devant celui de la souffrance, devant le tourment. Pensez-vous que je laisserai ma fille épouser un homme qui viole les femmes? Vous ne pouvez pas le savoir. Regardez-moi encore. Il la regarde, mais ça ne l'aide pas. Écoutez, je n'y étais pas. Victoria jure que c'était lui. Elle en a bavé, bébé. Elle en a vraiment bavé. Et je ne veux pas qu'elle en bave encore. Je suis désolé, madame, mais je me moque de ce qui peut arriver à votre fille. Elle va avoir un bébé? Oui. Que voulez-vous de moi? Vous ne pouvez pas nous ficher la paix, c'est tout ce que nous demandons. Sharon ne dit rien. Écoutez, je ne suis pas américain, vous avez tous ces avocats et ces hommes de loi là-bas, pourquoi venez-vous me trouver? Merde, je suis désolé, mais moi je suis rien. Je suis un Indien, un macaroni, un métèque, un nègre, il y a le choix. J'ai mon petit boulot qui marche ici, et j'ai Victoria. Alors je veux plus qu'on vienne l'emmerder. Je suis désolé, madame, mais je peux rien faire pour vous. Il se lève et ne veut pas pleurer devant elle. Sharon lui prend le poignet. Il se rassied, le visage caché par sa main. Sharon sort son portefeuille. Pietro, je vous appelle ainsi car je pourrais être votre mère, mon gendre à votre âge. Il appuie son visage sur sa main et la regarde. Sharon lui tend la photo de Phonie et moi devant la grille. Regardez ça. Malgré lui, il regarde. Avez-vous déjà violé une femme? Il lève les yeux. Répondez-moi. Avez-vous déjà violé une femme? Dans le visage impassible, les yeux noirs qui plongent droit dans ceux de ma mère maintenant donnent à ce visage un éclat électrique, allument un incendie dans l'obscurité d'une colline lointaine. Il a entendu la question. Non. Pensez-vous que je suis venu ici pour vous faire souffrir? Non. Croyez-vous que je suis une menteuse? Non. Croyez-vous que je suis folle? Nous sommes tous un peu fous, je sais, mais vraiment folles. Non. Alors je vous en prie, emportez cette photographie chez vous, montrez-la à Victoria et demandez-lui de l'examiner soigneusement. Prenez-la dans vos bras, faites-le. Je suis une femme, je sais qu'elle a été violée. Et je sais... Bon, je sais ce que savent les femmes. Mais je sais aussi qu'Alonso ne l'a pas violée. Je vous le dis parce que je sais que vous savez ce que savent les hommes. Prenez-la dans vos bras. Un instant, le regard se fixe. Et appelez-moi demain, s'il vous plaît. Elle lui donne le nom et le numéro de téléphone de l'hôtel, il le note. Vous le ferez?
Il la regarde, d'un regard dur et froid maintenant. Il regarde le numéro de téléphone, la photo. Il repousse les deux vers Sharon. Non, dit-il, et il s'en va. Sharon reste assise, elle écoute la musique, elle observe les danseurs. Elle se force à finir ce second verre dont elle n'avait pas envie. Elle n'arrive pas à croire à la réalité de ce qui se passe. Elle allume une cigarette. Elle est terriblement consciente non seulement de sa couleur, mais du fait que, devant tant de témoins, sa position ambiguë quand elle est entrée est maintenant tout à fait claire. Le garçon de 20 ans qu'elle est venue retrouver de si loin vient de la repousser publiquement. Elle a envie de pleurer. Elle a aussi envie de rire. Elle fait signe au serveur. Si. Combien vous dois-je? Le serveur paraît stupéfait. Mais rien, Seigneur. Le Seigneur Alvarez s'en est chargé. Elle ne lit ni pitié ni mépris dans ses yeux. Elle en est tellement surprise que les larmes lui montent aux yeux. Pour les cacher, elle incline la tête et arrange son châle. Le serveur s'éloigne. Sharon laisse un billet de 5 dollars sur la table et se dirige vers la porte. L'homme affable de tout à l'heure la lui ouvre. Merci, Señora, bonne nuit. Votre taxi vous attend. J'espère que vous reviendrez. Merci, dit ma mère en souriant, et elle monte les escaliers. Elle traverse le hall. Jaime est appuyé contre son taxi. Quand il la voit, son visage s'éclaire. Il lui ouvre la portière. À quelle heure aurez-vous besoin de moi demain? Demande-t-il. Est-ce que 9 heures est trop tôt? Il rit. Oh non, je suis toujours debout avant 6 heures. La voiture démarre. Parfait, dit Sharon, et elle se plonge dans ses pensées.